recevoir chez vous en ce samedi matin en direct sur le plateau de Rencontre les gens, l'émission Entretien hebdomadaire qui passe en revue les faits marquants de notre société. Et le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la crise sociopolitique au Togo avec ce sommet des chefs d'État de la sous-région est-africaine qui nous ont proposé aux protagonistes de cette crise une feuille de route. Quelle lecture en fait, quelles appréciations, comment mettre en route cette fameuse feuille de route. Et nous en discutons ici depuis la semaine dernière. Au son de cloche ce matin, celui de l'UNIR, représenté sur mon plateau par le président du comité des sages de l'UNIR, j'ai nommé le professeur Charles Kondiagwa. Professeur, merci d'accepter notre invitation. Bonjour mon frère Wilson. Oui. Bonjour, merci. C'est cela. Alors avec vous, on va discuter un peu de cette feuille de route. Tout à fait. Vous en pensez au comité des sages. Comment la mener à bien pour aider notre pays à sortir de la situation actuelle. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle de votre comité de sages. Bien, vous avez bien fait de parler de ce comité qui n'est pas un comité. C'est ça. Alors c'est quoi dites oui. Mouvement des sages. Le mouvement des sages. Le mouvement des sages. Vous avez l'honneur de présider, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Là aussi, le terme n'est pas exact, mais on va y venir. C'est ça. Alors vous vous rappelez bien que le parti UNIR a tenu son congrès constitutif en octobre 2017, les 27 et 28 2017. Et après cela, un autre congrès a mis en place le mouvement des femmes. Après quoi, il y avait un mouvement des jeunes. Et c'est le 23 janvier 2018 que nous avons tenu le congrès qui a mis en place le mouvement des sages. Oui. Donc c'est un mouvement. D'accord. C'est un mouvement. Et moi, j'ai été élu délégué national du mouvement des sages. Alors dites délégué national du MSU. C'est comme ça que ça s'appelle. On va rectifier. Donc, délégué, alors ce mouvement, quel est son but et pourquoi c'est maintenant qu'on a senti le besoin de créer cette structure? Parce qu'il n'existait pas avant, non? Bon, si, encore que quand vous lisez les statuts de UNIR sortis du congrès constitutif, il est déjà fait mention de ce mouvement-là. Vous savez, si on recule un peu, il y a eu dans ce pays ce qu'on a appelé l'UNFT, vous vous en rappelez très bien. Les ailes marchandes. Après quoi, il y a eu la JRPT. Mais la nouveauté, c'est que pour ce mouvement-là, UNIR a pensé que tous les cadres, de très nombreux cadres, qui ont servi la nation, qui étaient des militants de la mouvance présidentielle, on va appeler ça comme ça, qui viennent de quitter ou bien qui sont à la retraite depuis un petit temps. Mais tous ces gens-là ont encore de la vigueur. Tous ces gens-là ont encore de la pensée. Ils peuvent continuer à servir le parti et à travers le parti, servir la nation. C'est ça qui a donné l'idée du mouvement des sages. Alors imaginez depuis Anéron jusqu'à Saint-Cassé, tous ces jeunes retraités-là, à partir de 60 ans, c'est la condition pour être dans le mouvement des sages. Avoir 60 ans. Donc vous voyez, c'est l'âge de la retraite. Et tous ces gens-là sont dans ce mouvement pour accompagner ce que le parti UNIR fait. Pas au-dessus du parti, de ces instances. Oh non, ce n'est pas possible. Non. Ce n'est qu'une aile marchande. Ce n'est qu'une aile marchande. J'utilise le terme que vous avez rappelé. Vous avez le secrétariat exécutif et en dessous du secrétariat, le mouvement des femmes, le mouvement des jeunes, le mouvement des sages. Est-ce que c'est parce qu'on a senti qu'il y a un besoin de se souder, de se ressouder à cause de ces difficultés internes? Non. Nous savions qu'il y avait cette matière première-là. Nous savions qu'il y avait toute cette force encore utilisable. C'est pourquoi le président du parti a fait mettre dans les statuts que nous allons mettre les sages en mouvement. Non, ça n'est pas une idée qui est consécutive à une quelconque crise. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Et alors, le problème, c'est que c'est dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Oui. On a comme l'impression qu'il y avait quelque chose à réparer très rapidement. Non, je vous répète encore une fois que de la même façon qu'il y avait des ailes marchandes, en voici, la seule nouveauté est que, à côté des femmes et des jeunes, les femmes qu'on connaît leur enthousiasme, les jeunes qui débordent d'énergie, on a pensé des sages pour... Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Pour apporter de la réflexion, pour apporter de la modération, n'est-ce pas, pour accompagner, n'est-ce pas, les actions du parti. C'est ça. Pas dans l'idée de mettre toujours les mêmes à la tête des choses, alors qu'il y a des jeunes qu'on peut... Non, au sein desquels peut émerger les sages ne prennent la place de personne. Je viens de vous le rappeler à l'instant. Première condition, avoir 60 ans. C'est des gens qui sont à la retraite, mais qui sont des militants du parti. Qui, lorsque vous allez les voir bientôt à l'œuvre, lorsqu'une campagne va venir, ils ont leur rôle à jouer. Mobiliser, c'est tout un électorat, ça, les sages. N'est-ce pas? Oui. Bien, alors, rencontre les gens, nouveau numéro, nous parlons, n'est-ce pas, de cette feuille de route. Comment faire pour que ça
Ça veut dire, alors, parlons de la crise, professeur. Oui. Est-ce qu'on a senti, on a vu venir cette crise à l'UNI ou bien ça a été une surprise? Bon, il faut être honnête et dire que, quoi qu'il arrive, vous êtes un peu surpris quand même. Hein. Comparaison n'est pas raison. Le 5 octobre, ça a été une surprise aussi. Vous gouvernez, le gouvernement est en activité, et puis tout à coup, des gens dans le secret s'organisent. Vous êtes quelque peu surpris quand même. Parce que vous vous dites, mais voilà des institutions qui fonctionnent, à votre avis, tout va bien, puis tout à coup, vous sentez que des mécontentements se sont cristallisés au point de provoquer une explosion comme celle-là. Oui, il ne faut pas se voiler la face et se dire c'est la même chose pour les 9 août aussi. Bon, vous êtes obligé de le reconnaître et dire, mais heureusement, vous pouvez rapidement vous réorganiser pour dire, mais non, c'est artificiel ce que vous demandez là. On ne peut pas en arriver là tout à coup. Il y a tout, on dit de façon classique, vous vous mettez en grève quand vous avez épuisé toutes les voies de recours. Ben voilà, vous avez tout dit. Voilà comment je peux m'exprimer sur ce sujet-là. Et la gestion de cette crise, comment vous la percevez? C'est-à-dire? Oui, alors, comment ça a été perçu à des manifestations? Un monstre, hein? Et il faut reconnaître que c'est la première fois que tout le Togo fut embrasé, parce que dans le temps, c'est cantonné à Lomé, dans les régions. C'est ce que je vous dis. Nos frères et adversaires ont eu le temps de se préparer, de noyauter un certain nombre d'ethnies. D'ailleurs, il y a eu un petit côté ethnique dans cette affaire-là. C'est normal. Parce que c'est tout le Togo, hein? Bon, quand ça éclate, vraiment, ce n'est pas tout le Togo. C'est après que ça se construit. Non, le 19 août, ce n'était pas sur tout le Togo, je ne pense pas. Mais après, certains trouvent leurs revendications conformes à ce qui se dit. Ah, nous aussi, nous voulons manifester, etc. C'est comme ça que de proche en proche, ça s'emballe. Donc, on peut avoir vu venir cela, n'est-ce pas? Parce Oui. qu'il y avait des mécontentements, vous l'avez dit. Il y avait aussi la non-application de l'APG. C'est tout cela, il y avait des... Ce n'est pas ce que nous disons au Parti uni. L'application de l'APG s'est faite progressivement. Elle s'est faite progressivement. Et dès le départ, vous savez qu'il y a eu des blocages. Qu'est-ce que disait l'APG? L'APG demandait aux signataires de mettre en place un gouvernement d'union. Tout de suite, des signataires de l'APG ont dit non, nous ne venons pas au gouvernement d'union. Et le pauvre, quand je dis le pauvre, excusez-moi l'expression, mais je parle de mon grand frère Apollinaire, le Premier ministre Agboibo, était bien marié. Nous nous sommes entendus pour faire un gouvernement d'union, mais il y a des gens qui ont dit non, nous on ne vient pas dans ce gouvernement d'union. Donc, vous voyez que l'APG s'est mis en branle, ça s'est appliqué au fur et à mesure, et de tout ce qui a été dit dans l'APG, il y a très peu de choses à solder pour que l'APG ait été respectée entièrement. Après, il y avait l'accord UFC unir. Absolument. Ça, c'est un accord de gouvernement. Hein? L'UFC dit, bon, ben, ce que UNIR va faire, on est d'accord, nous sommes d'accord sur tel point. Ça suffit pour qu'on se mette ensemble pour gouverner. Sauf qu'on n'a pas allé jusqu'au bout, quoi, de ce qui a été dit entre UNIR et l'UFC à l'époque. Oui, qu'est-ce qui a manqué, mon frère? Parce que jusqu'à présent, cet accord tient. Le gouvernement actuel est toujours le gouvernement UNIR-UFC. Qu'est-ce qui a manqué d'après vous, non? Le leader, il s'est soustrait de cet accord, n'est-ce pas? Qui ça, non? M. Gilkis Solid. Bon, c'est autre chose. C'est bon. Si à un moment donné, le leader professe des choses que ses propres troupes d'ailleurs ne suivent pas, parce que ceux qui sont au gouvernement avec nous pour la partie UFC sont restés au gouvernement. Hein? Le ministre André Johnson comme le ministre Ovino dit non, ce que dit le leader n'engage que lui. Mais nous continuons sur cette lancée de ce qui nous a mis ensemble pour gouverner. Et ça vous arrange à lui dire? Est-ce qu'on peut dire que ça nous arrange? Nous avons fait un accord, nous considérons que l'accord tient toujours. S'il ne tenait pas, nous l'aurions déjà rompu. On ne peut pas dire que ça nous arrange. Mais à un moment donné, lorsque nous avons eu cet accord de gouvernement, ça a calmé la situation. Les agitations se sont calmées, on a pu travailler ensemble. Ça arrange la nation, pas unie. Voilà, alors, oui. La feuille de route à présent, tout à fait. Il y a eu un sommet, en commençant par la médiation de deux chefs d'État, et puis après ça s'est élargi à ce sommet, et une feuille de route en est sortie. Oui. Alors, rapidement, pouvez-vous nous faire le cheminement? Comment on est arrivé à Écoutez, vous le dites bien, le 19 août, le pays s'agite, il faut qu'on trouve une voie de sortie, et notre frère ghanéen se dit, en appliquant l'action propre à nos ancêtres, lorsque la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Sinon, une étincelle peut atteindre ta propre case. Donc, le chef de l'État ghanéen accepte de venir commencer
à nous calmer. Je puis vous assurer, parce que j'étais membre, je suis toujours membre de la délégation au dialogue du côté du LIR, et je vous assure que dès le moment où nous nous sommes assis enfin face à face, tout s'est calmé. Depuis ce temps, il n'y a plus de marche, il n'y a plus d'agitation. C'était un moment capital. S'asseoir enfin face à face entre Togolais et commencer à discuter dans le respect mutuel et dans la tolérance. C'est ce qui a été mis dans le papier qu'on a appelé le règlement intérieur du dialogue. Mais c'était bien. Alors, à partir de là, on a commencé à dialoguer. Le chef de l'État ghanéen a vu très rapidement que face à face, ça risquait de rallumer les flammes. Et c'est lui, un peu, si je puis dire, qui a inventé cette façon de consulter de façon séparée. Voilà, unilatérale. D'abord, le médiateur avec UNIR, puis le facilitateur avec la C14. Et c'est ce qu'on a continué à faire jusqu'à présent. On écoute chacun et on essaie de rapprocher les positions. Donc cette médiation extérieure était nécessaire? Oui, je pense que si. Parce qu'il y avait beaucoup d'échecs dans les discussions, dans les dialogues. Monsieur Wilson, nous avons l'habitude, si je puis dire, de ces médiations, de ces facilitations. Retourner à Colmar, retourner à Ouaga 1, Ouaga 2, retourner à la médiation Union européenne, France, Allemagne. Vous n'avez pas oublié tout ça. C'est ça. Moi, je trouve que ça, il n'y a pas de honte à accepter, lorsque vous êtes en incompréhension profonde, qu'une tierce personne vienne vous asseoir face à face et vous dire, bon, écoutez, à côté de vous, voici ce qu'on aurait fait. Dans tel pays, voici ce qu'on a fait. C'est comme ça. Non, je pense qu'elle s'imposait. Lorsque vous arrivez à des points d'incompréhension irréversible, il est bon que quelqu'un vienne pour vous aider à vous asseoir ensemble. Et je vous rappelle encore une fois, quand nous nous sommes assis en février là, pour commencer le dialogue, la situation s'est calme. Et on s'est donné 10 jours pour le faire, mais on n'a pas pu. Bon, c'est-à-dire que un président d'un pays étranger ne peut pas venir chez vous s'asseoir 10 jours. Après, on a dit qu'on va additionner. Mais il nous a dit d'ailleurs, lui, que chez lui, mais ces gouverneurs ont commencé à dire, qu'est-ce qu'il va faire au Togo? Il y a tellement de problèmes au Ghana, lui dit-on, qu'est-ce qu'il va faire au Togo? Donc, honnêtement, il faut rendre hommage à ces deux facilitateurs qui ont pris de leur temps. Et puis, avoir deux facilitateurs, deux présidents qui sont dans des pays, ma foi, qui ont leurs propres problèmes. Je parle de la Guinée, Bien sûr, oui. qui arrivent à coordonner leur emploi de temps pour venir vous écouter. Non, ils ont fait beaucoup pour nous. Il faut être honnête et le reconnaître. Et le résultat, c'est cette feuille de route. Tout à fait. Elle vous satisfait à l'UNIR? Écoutez, dans la majorité de ces décisions, elle a écrit ce que nous pensions. Elle a écrit ce que nous avions même commencé à exécuter. Parce que quand vous voyez le projet de loi du gouvernement togolais qui est envoyé à l'Assemblée nationale et que les députés UNIR, eux seuls malheureusement, parce qu'on aurait déjà fait beaucoup de travail, les députés UNIR, 62 députés votent. C'est le 2/3 de l'Assemblée. Et notre constitution dit qu'avec ces 2/3, on pouvait aller à un référendum pour confirmer ce qui a été décidé. Mais dans ce projet de loi, vous allez voir tout ce qui est dit là. Et notre projet était déjà rejeté, ce qui n'est pas possible, parce que là, UNIR est majoritaire, c'est le gouvernement qui a envoyé ce projet à UNIR. Oui, alors à l'Assemblée, bien sûr. Donc, je vous dis que la limitation des mandats, le mode de scrutin, tout ça était déjà écrit dans ce projet et voté à l'Assemblée. C'est en grande partie ce qu'on retrouve dans la feuille de route. Donc, vous me posez la question de savoir si ça satisfait UNIR. Oui, ce qui est écrit, c'est la norme démocratique que ça a rappelé. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne nous convienne pas. C'est cela. Et en 6 mois, tel que préconisé, ou en 5 mois, parce que la feuille de route se préconise. Même en 4. La feuille de route, ces présidents, beaucoup d'entre eux sortent eux-mêmes de crise. Il y avait le président Sierra Leone, vous savez que c'est un pays. Il y avait le président George Weah, vous savez d'où vient le Libéria. Donc ils savent ce que c'est qu'une crise et comment en sortir. Si les chefs d'État, à 14, ont pu dire le 20 décembre, vous pouvez faire les élections, oui, c'est que c'est faisable. Tout à fait. Avec une bonne dose de foi de part et d'autre pour que ce soit respecté. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est ça. Nous sommes Togolais. Il faut que les deux parties le veuillent. Il faut que les deux parties le veuillent. Mais les chefs d'État, dans leur grande sagesse, ont même prévu que si une des parties devait rechigner, ben on continue. Faites vite.
aller à l'Assemblée nationale, adopter donc, n'est-ce pas, par voie parlementaire. C'est le plus facile. C'est-à-dire, c'est les fameux 4/5e. Il faut que les deux partis puissent s'entendre et voter la nouvelle constitution au 4/5e. Mais ils ont écrit dans la feuille de route, si d'aventure ça ne devait pas se faire, on va revenir aux 2/3. Si 2/3 le votent, on va au référendum. C'est écrit ça. Ce qui embarrasse ou inquiète les Togolais, c'est souvent unir, qui est accusé, disons-le, vous le savez, de faire blocage aux réformes de ce fait. Oh, ceux qui le disent ne sont pas de bonne foi. Je ne vois pas en quel moment UNIR a bloqué sauf si elle n'était vraiment pas démocratique. Oui, nous pouvons avoir ce pouvoir. Quand on fait recours au dialogue précédent, Togo Télécom 2 par exemple, UNIR n'exprimait pas réellement. Qu'est-ce qui était demandé? Si nous avons dit non, ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose qui était inscrit dedans qui ne correspondait pas aux normes démocratiques. C'est en ce sens seulement qu'on peut dire qu'UNIR a pu dire non, nous ne votons pas, non, nous ne sommes pas d'accord. Et ce qui divise, vous le savez, c'est cette question d'une éventuelle candidature de Faure en 2020. Bon, et pourquoi ça divise? Ça ne devrait pas diviser. Mais chaque parti reste accroché à ce sujet. À la C14 comme à l'UNIR. Nous ne sommes pas accrochés. Nous disons simplement que, quelle que soit la loi, quelle que soit la constitution, elle ne peut disposer que pour la vie. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Vous êtes philosophe, vous connaissez les écrivains, vous êtes les auteurs grecs et latins. Ça date de très longtemps. C'est la Grèce qui nous a légué la démocratie. Et dans toute loi, une loi qu'on prend, elle ne dispose que pour l'avenir. La loi ne peut pas être rétroactive. C'est ce que nous disons. Si vous acceptez ça, il n'y a plus de problème. Si vous dites que dans la loi, il faut mettre déjà ceci et cela pour lutter contre tel, c'est à partir de là que ça se gâte. Et je vous rappelle à l'expérience récente, quand nous sommes sortis de la conférence nationale togolaise, la constitution qu'on a adoptée, elle visait 2 personnes. Ça ne visait personne. Vous êtes sûr? Oui, mais la loi impersonnelle. C'est ce que nous continuons à dire nous aussi, que toute loi doit être impersonnelle. Donc vous voyez qu'on ne peut pas d'ores et déjà, en prenant une loi, dire est-ce que Ford doit se présenter en 2020 ou pas? Non, il faut faire une loi impersonnelle. Oui, mais parce que nous sommes dans un contexte sous-régional. Tout à fait. Où il y a des mutations importantes et le Togo est malheureusement ce pays, le seul où il n'y a pas encore cette alternance politique. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu alternance? Il y a eu Yadema, Nyasingbe. Maintenant, nous avons Fort Nyasingbe. C'est le même? Oui, mais c'est la même famille. Mais si les Togolais, à plusieurs reprises, ont voté à leur majorité pour que Fort Nyasingbe soit président, c'est quoi la démocratie? C'est démos. La majorité, on appelle ça la dictature de la majorité. Si la majorité dit, c'est celui-là que nous voulons comme gouvernant, qu'est-ce que vous dites? On ne fait pas une alternance pour une alternance. Ne me dites pas ça. Oui, mais sauf que les conditions des élections ne sont toujours pas satisfaisantes. Et ça, ce n'est pas seulement les Togolais qui le disent. Il y a des observateurs internationaux qui ont fait des recommandations. Aux dernières élections, ont demandé certaines améliorations. Monsieur Wilson, oui, j'ai été candidat aux élections législatives de 2007 pour la commune de Lomé au RPT. Ces élections de 2007 ont été jugées satisfaisantes par les observateurs. Avec la même série, nous avons répété la 2010, les présidentielles. Ma foi, il y a toujours des contestations. Celui qui n'a pas gagné va forcément contester. L'actualité récente d'aujourd'hui, demain on va revoter au Mali. Mais Soumaïla Cissé proteste. Allez au Zimbabwe, quand on a fini de voter, celui qui n'a pas gagné proteste. Ça, c'est africain, j'allais dire. Donc, moi je dis que les observateurs étrangers qui arrivent, eux disent, bon, ma foi, globalement, c'est satisfaisant. Nous avons fait des élections législatives en 2013. Elles ont été satisfaisantes. Nous avons enfin répété en 2015. Si les observateurs, quel que soit leur bord, disent majoritairement les élections ont respecté les normes qu'on voit ailleurs, ma foi, l'UNIR est obligé de dire que non. S'il y a contestation, bon, ma foi, elles auront toujours lieu, quelle que soit la perfection du processus électoral. Est-ce que dans votre sagesse, est-ce qu'on ne peut pas aussi un peu plancher sur ce cas et pour voir ce qu'on peut faire dans une volonté politique, n'est-ce pas, demander qu'en 2020, oui, allez-y. Oui, je continue, que l'on s'abstient, n'est-ce pas, de présenter
le même candidat. Un parti politique ne raisonne pas comme vous raisonnez. Un parti politique, quel qu'il soit... Parce que moi, je ne suis pas politique. Hein. Oh, ça il ne faut pas dire ça. À votre âge, là, si vous n'êtes pas politique, ce n'est pas bien. Vous avez une idée, vous avez un avis. À partir du moment où vous avez un avis, la façon dont vous prendriez, si c'était vous, vous faites de la politique. Sinon, d'ailleurs, elle va vous faire la politique. Vous savez bien. Dit, oui. Alors, je reviens. Oui. Un parti politique qui se crée, quel qu'il soit, c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver. C'est ça la définition de parti politique. Oui. Donc, dans unir, lorsque les échéances électorales vont arriver, qu'elles soient locales, qu'elles soient législatives ou présidentielles, le parti va présenter ceux qui peuvent lui rapporter la victoire. Quand le moment sera venu, je ne présage pas de celui que nous allons investir, mais quand le moment sera venu, vous pouvez compter sur les militants de UNIR pour investir celui ou ceux qui vont lui ramener les voix et gagner. Les autres partis vont faire la même chose. Comme en FDC, la dernière fois, Joseph Kabila se retire et a choisi un défait. Bon, et en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté la Constitution. Kabila a toujours dit, je vais respecter la Constitution. Sa Constitution lui disait qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est ce qui est écrit. C'est ce qu'il a respecté. Il n'a rien fait d'original. Il a respecté la Constitution. Je puis vous assurer que le président Faure, lorsqu'il a prêté serment, c'est pour respecter la Constitution. Il la respectera. Il la respectera. Sauf qu'il y a certains éléments de la Constitution qui sont enlevés. Ça a été depuis là. Mais vous savez, je vous répète qu'au sortir de la conférence nationale, la Constitution que nous avons écrite n'était pas parfaite. Vous pensez qu'elle était parfaite? Il n'y a pas de Constitution parfaite au monde. Bon, je suis content de vous l'entendre. Alors, quand dans cette Constitution... Mais c'est un peu ça, cette Constitution n'a pas été appliquée entièrement. C'est ce que disent les détracteurs. Bon, c'est des détracteurs. Mais l'autre parti ne dira pas cela. Dans une Constitution où on n'a pas prévu, par exemple, nous serions bien embêtés si la Constitution sortie de la conférence n'avait pas été modifiée. Parce que nulle part il n'était écrit qu'en cas de difficulté, la même Assemblée continue jusqu'à ce qu'on élise de nouveaux députés. Ça n'existait pas ça. Comment on aurait fait dans la situation actuelle? Oui. De deux, on n'avait pas prévu, dans leur précipitation, on n'avait pas prévu les cas de litige. Créer un organe comme la Cour constitutionnelle pour régler les litiges issus des élections, on n'avait pas prévu ça non plus. Donc, il était normal qu'on s'asseye pour voir ce qui ne va pas dans la Constitution pour le changer. C'est la même Constitution, hein, c'est toujours la Constitution de 1992, mais on l'a retouchée à plusieurs reprises. En 2002, on l'a retouchée. D'aucuns peuvent dire qu'elle était unilatérale, mais en 2007, quand nous l'avons retouchée, le Premier ministre était à Boigo et le gouvernement était composite. L'Assemblée nationale aussi. Ce n'était plus unilatéral. Nous l'avons remodifié la même ensemble. Et la feuille de route, dans son application, il y a une réunion cette semaine qui s'est tenue à Lomé. J'y étais. C'est ça. Qu'est-ce qui a été dit? La CEDEAO est venue pour nous rappeler, attention, c'est 14 chefs d'État qui ont adopté une feuille de route. Il faut se mettre au travail. Encore qu'il faut expliquer ça aux militants, parce qu'on pensait qu'à la sortie de ce 31, le soir de ce 31 juillet, on aurait dit certaines choses clairement sur le papier, aux uns et aux autres. Qu'est-ce qu'on pouvait dire qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Puisque l'autre cas n'était pas tout à fait satisfait de la feuille de route. Écoutez, quand vous êtes sur... J'appelle ça une incompréhension. Qu'une tierce personne est venue juger de l'affaire et vous sortir des propositions, mais je dis que ces propositions respectent la norme démocratique. Ce qui n'est pas démocratique ne pouvait pas être dans la feuille de route. Si c'est ce que l'autre partie attendait, ils ne peuvent pas l'avoir. La feuille de route dit ce qu'on applique partout. La feuille de route reprend les généralités d'une démocratie. La feuille de route est telle que si en Somalie, au Burkina, il y avait une crise de ce genre, on peut l'appliquer là-bas aussi. Elle n'a rien dit qui soit en dehors des normes démocratiques. Donc, il ne faut pas chercher ce qu'on ne peut pas mettre dedans. C'est ça. Oui, et la réunion la dernière fois, c'était sur quoi? C'était pour dire, mais nous allons mettre en place rapidement le comité de suivi qui est annoncé dans la feuille de route pour qu'on se mette au travail et que la date du 20 décembre soit respectée. C'est ce qui a été dit. J'y étais. Et ce comité de suivi, c'est déjà composé? Nous avons encore une rencontre mardi prochain. C'est ça. C'est pour dire que la CEDEAO nous met la pression. Écoutez, ce qu'on a adopté, ce n'était pas des rigolos. C'est les chefs d'État de toute une région
il faut en prendre de la graine et se mettre au travail pour la cultiver. C'est ce qui a été dit. C'est ça. Donc les mesures sont... Et au même moment, la CENI qui annonce la reprise de ses activités, est-ce que c'est de l'ordre du jour? Tout à fait. Si vous relisez la feuille de route, je l'ai amenée si vous voulez que je vous dise exactement le point qu'il a dit. On a dit, c'est le 42. Invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Le mode de scrutin à deux tours, la limitation à 2 du nombre de mandats, la recomposition de la Cour constitutionnelle et petit d, le renforcement du processus électoral. Le renforcement. Ça veut dire ce qui avait été commencé, il faut le continuer, il faut le consolider. C'est du français facile. Le renforcement du processus électoral. Ce qui fait que la CENI était arrivée à un certain stade. On invite ceux qui jusqu'à présent l'avaient boycotté, avaient fait la politique de la chaîne vie, envoyez vos délégués pour que la CENI parachève le travail et qu'on puisse tenir la date du 20. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons compris. Le renforcement, on n'a pas dit l'annulation ou bien... Non, le renforcement. On renforce quelque chose qui existe déjà. C'est ça. Voilà. Et dans sa composition actuelle, elle ne ressemble pas tellement à la CENI. Là aussi, des crises précédentes nous ont amenés à partir de l'APG à écrire ensemble de façon consensuelle cette CENI. La CENI actuelle, elle est quoi? Elle est paritaire. C'est important à dire. Les deux partis acceptent, même si je suis majoritaire, moi, uni, j'accepte que le minoritaire ait le même nombre de membres que moi. C'est original, ça. Lorsque les deux partis ont amené ça, on dit il faut modérer, il faut pondérer cela par les partis qui ne sont pas à l'Assemblée. Les extra-parlementaires, ils ont leur voix. Ils n'ont pas eu la chance d'amener des députés, mais ils pèsent un certain poids. On ajoute, il y a la société civile qui en principe n'est pas politique. Il faut qu'il y ait la société civile dans cette série. Ça fait 3. Et enfin, on ajoute le 17e qui lui est un administratif. Pourquoi? Parce que c'est l'administration qui amène l'argent. C'est l'administration qui amène l'argent des élections. Ça fait 17 membres. Cette CENI-là est originale par ce point-là. Et j'ajoute qu'elle est consensuelle. C'est ensemble que nous l'avons décidé. Et actuellement, il y a 13 membres qui sont dans la CENI. Le quorum est atteint pour travailler. On attend seulement que les 4 qui avaient fait la politique de la CENI viennent. C'est ce que la CEDEAO les invite à cela. Le renforcement du processus électoral, c'est ce que ça veut dire. Donc, on ne va pas faire les choses forcément sans eux. Il faut qu'ils soient là, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il est souhaitable qu'ils viennent. Puisque la feuille de route nous engage, nous tous Togolais. Il est souhaitable. Mais la CENI, dans sa composition actuelle, ceux qui participent atteignent le quorum écrit dans le texte. Ce que nous avons adopté après l'APG, mais c'est suffisant pour travailler. Et on pense à les intéresser quand même pour qu'ils viennent qu'on travaille. Ils sont invités instamment. Ils sont invités instamment. On les attend pour cela. La CEDEAO les invite pour cela. Les incite à cela. C'est ça. Il y a un certain nombre de préalables qui ne sont toujours pas résolus. Oui. Et qui parlent de mesures d'apaisement. Et on fait état encore de ces détenus. Oui, je vous l'accorde, M. Wilson. Et parmi nous et ceux qui assistent justement à ce dialogue, le ministre de la Justice est le plus calé. Mais ce que moi j'ai retenu, c'est que les détenus ne sont pas les mêmes. Les cas ne sont pas les mêmes. Il y a certains pour lesquels c'est des péchés véniels, si je puis dire. On peut les libérer ou une grâce présidentielle. D'autres doivent forcément être jugés. C'est un processus, c'est des affaires criminelles. Ils doivent être d'abord jugés. Et quand ils sont jugés, on peut alors, avec une grâce présidentielle, leur accorder. Et je vous assure que la partie gouvernementale, parce que ce sont eux qui maîtrisent cela, lorsque UNIR s'est retrouvé seul face à la C14, nous ne pouvions pas traiter des cas de prisonniers parce que nous ne gérons pas les prisons. Mais le gouvernement s'est engagé au nom de l'apaisement à accélérer les procédures criminelles et prendre des mesures additionnelles. C'est ce qui est écrit d'ailleurs. Les chefs d'État, dans leur sagesse, ont dit c'est quelque chose vraiment d'additionnel que nous demandons pour eux. Et c'est en voie. Alors, quand vous parlez de crimes, vous pensez à ces âmes disparues? Il y a ça, il y a les incendies des marchés, et tout ce qui s'est invité dans le cas, puisque l'un des membres de la C14 qui assiste
au dialogue est concerné. Donc, ça couvre tous ces cas. C'est aussi une autre peur de manche, hein, parce qu'on n'a pas la vérité dans cette histoire aussi de ces incendies des marchés. Écoutez, mais je vous dis que ça s'est inventé et il est question qu'on taise par une procédure accélérée, qu'on taise cette affaire et qu'on passe à autre chose. Et après, une amnistie, peut-être, parce que bon, Côte d'Ivoire, c'est pire que ça, mais la dernière fois, Ouattara a amnistié près de 800 prisonniers. Les crises politiques vous amènent à cela. Et je pense que le gouvernement, dans sa disposition actuelle, est prêt à suivre cet exemple-là. Encore que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Retourner aux élections entre Gbagbo et Ouattara, il y a eu 3000 Ivoiriens qui ont perdu la vue parce que Gbagbo, qui avait perdu les élections organisées par l'ONU, ne voulait pas reconnaître sa défaite. C'est ça qui a mené 3000 morts et tous ces emprisonnés qu'on libère aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison. Le cas togolais, me semble, n'est pas à ce niveau-là. Rencontre ici un nouveau numéro, nous parlons de la feuille de route, comment la mettre en œuvre pour aboutir aux points qui sont contenus dans cette décision de chef de la CEDEAO, et pour ça, Charles Kondi Agba, président du mouvement des sages. Délégué national du mouvement des sages. Unir. Mon invité sur ce plateau, c'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon de cette question. Alors, au mouvement des sages, est-ce que cette question de l'avenir du pays vous préoccupe? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un mal-être dans nos sociétés? Je vais le dire pour ne plus revenir, le cas n'est pas propre au Togo. Dans toutes les républiques qui sont autour de nous, la crise politique a amené des difficultés sociales partout. Bien, ça, je l'élimine. Au Togo, nous sommes conscients, bien sûr, nous surtout les sages. Je vous ai dit que les sages, ce sont des gens qui ont servi l'État, qui ont servi la nation et qui viennent de partir à la retraite il n'y a pas longtemps. Ils ont souffert eux aussi dans leur corps. C'est ces crises-là, ces difficultés. Oui, je réponds à votre question. Au mouvement des sages, comme au niveau de notre parti, nous sommes conscients de ce que le pays traverse des périodes difficiles et le gouvernement, chaque jour, s'attelle à les amoindrir, si ce n'est à les solutionner. C'est à ça que un ministre qui est appelé à un département, il passe sa vie à ça. Essayer d'apporter un mieux-être aux compatriotes. Et c'est dans tous les domaines de la vie sociopolitique. Hein? Dans tous les domaines. Oui. Je suis d'accord avec vous. La santé, l'éducation, partout. Les deux surtout. Bon, vous en savez quelque chose. Voilà, vous prêchez un converti pour avoir passé un certain nombre de mes années, aussi bien à l'éducation, à l'enseignement supérieur qu'à la santé. Je sais qu'il y a du travail à faire et je pense que mes collègues qui sont aux affaires actuellement le font. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi qu'il faut penser à une autre façon de faire en faisant appel à d'autres forces aussi de la nation à gérer, voir pour que vous puissiez apprécier. Dites-moi ça plus clairement, M. Wilson. Dites-moi ça plus clairement. Clairement, est-ce qu'il ne faut pas une alternance pour une gérance autrement? Je vous dis qu'elle a déjà eu. Bon, monsieur, mais vous savez que ce n'est pas l'alternance au sens propre du terme. Bon, non, c'est grave ce que vous dites là. Parce que c'est le peuple qui est seul juge. Et le peuple juge quand? Dans les urnes. Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas parce que ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 hommes, 20 000 hommes, 50 000 hommes dans la rue qui protestent ou qui crient quelque chose que ça devient une vérité pour les 7 millions d'autres. Vous comprenez? Oui. Non, l'alternance, ça se fait dans les urnes. Le peuple tout à coup majoritairement dit, celui-ci nous ne le voulons plus, nous voulons celui-ci. Moi je ne vois pas d'autre voie. Je ne vois pas une organisation comme la CEDEAO, ou même pire, l'ONU, venir dans un pays puis dire, sans qu'il y ait eu d'élection, toi tu t'en vas, on met celui-ci. Ça va être, non, ça va être difficile de faire ça. Donc, c'est les urnes. Dans les urnes, le peuple souverain décide. Voilà ce que je peux dire. Et tout le monde parle au nom de ce peuple. Hein. Voilà. Malheureusement. Et moi, j'ai l'habitude de dire, chacun son peuple. Quand vous êtes d'un parti de la C14, vous dites le peuple, c'est le peuple de la C14. Unir va dire le peuple, c'est le peuple de unir. Parce que unir aussi à ses partisans. Unir aussi à ses partisans. Et si les conditions d'élection sont claires? Absolument, le peuple souverain va décider. Et les chefs d'État, dans leur sagesse, ont demandé à la CEDEAO d'accompagner le processus électoral au Togo. Donc, il y aura non seulement le comité de suivi, mais il y aura un accompagnement technique des élections. Je pense qu'au sortir de cette élection,
il y aura des protestations, je vous assure qu'il y en aura toujours, mais peut-être elles seront moindres. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Quelle serait la composition de ce comité de suivi? Vous en avez une idée? Oui, c'est écrit dans la feuille de route. C'est ça. Les chefs d'État, je vais vous lire avec exactitude pour que vous soyez sûr que je n'invente rien du tout. Je vais à la page dernière de cette feuille de route. C'est vraiment une feuille de route maintenant, il faut toujours l'avoir avec soi. 50. La conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs, de la majorité au pouvoir, de la coalition des 14 partis de l'opposition et de la commission de la CEDEAO. C'est un comité suivi qui sera quadripartite. 4 parties. C'est écrit en noir sur blanc dans la feuille de route. Et cette fois-ci, avec des hommes et femmes animés de bonnes intentions pour faire marcher. Vous pouvez être certain que si c'est la CEDEAO qui endosse ce comité de suivi, ce sera le cas. Ce sera le cas, je le pense. Et avec un climat de confiance mutuelle, parce qu'on a aussi constaté que c'est ça aussi le mal togolais. Vous avez tout dit, le mal togolais. Il faut se faire confiance, c'est sûr. Si vous venez à un comité de suivi, si vous venez à un dialogue avec l'idée que ce que moi je veux, c'est ça qu'on doit mettre avant qu'on dise que ça a marché, c'est difficile parce que l'autre partie va freiner des 4 fers, comme on dit. Mais si vous dites qu'avec un minimum de confiance, de tolérance et d'esprit de salut public, je veux dire par là que penser à l'intérêt général, à l'intérêt de la nation togolaise, oui, ça devrait pouvoir marcher. Mais si vous êtes braqué sur tant que nous n'avons pas obtenu ça, donc c'est pas bon, ça ne peut pas aller. À la réflexion, professeur, avec votre expérience, votre connaissance de notre pays. Si vous m'honorez de ça, je suis d'accord, oui. Oui, alors, qu'est-ce qui fait le blocage sur le plan politique chez vous au Togo? Mais vous-même, pendant que vous avez parlé, vous avez fait mention de cela. Le blocage, c'est de dire qu'en 2020, nous ne voulons pas que tel se présente. À partir du moment où c'est votre axiome, vous pouvez être sûr que l'autre partie va dire non, si c'est ça, nous aussi, c'est ce que nous on veut. Comment se départager? Si ce n'est par une consultation de tout le peuple, aidé par des gens impartiaux et qui ont la technique de la consultation. C'est vers là que nous allons là. C'est vers là que nous allons. Oui, c'est ce que je peux vous répondre. Ça. Et parfois aussi, il y a l'éthique politique et ça c'est une décision personnelle. Ah, vous avez tout dit. Laissez donc ceux qui sont supposés devoir se présenter ou pas décider d'eux-mêmes. Ne demandez pas qu'une tierce personne vienne lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous avez tout dit. Une décision personnelle. Je crois qu'on peut s'en tenir là. Que vous pouvez aussi aider à prendre. Non, quand vous avez dit décision personnelle, ne cherchez plus quelqu'un pour aider. Puisque nous venons de dire ni la C14, ni la CEDEAO, encore moins unir dans son entité unie, ne peut peser sur la décision d'un homme. Vous avez dit, et moi j'adopte votre formule, la décision personnelle. Je l'adopte. Ok, que personne ne peut aider à prendre. Absolument, absolument. Bien, Monsieur le ministre, nous sommes en train de réfléchir donc sur cette situation. Oui. Si vous avez aujourd'hui un message à donner aussi bien à vos militants qu'à ceux des autres formations politiques. Du côté de l'UNIR, je peux vous assurer que ce que je dis ce n'est pas la vie officielle du NIR, mais ça épouse dans la majorité ce que nous pensons. La feuille de route, elle est nôtre. C'est pour les Togolais que la CEDEAO l'a écrite. J'invite mes compatriotes, quel que soit leur bord, à s'asseoir ensemble et regarder comment mettre en œuvre, en pratique, de façon la plus rapide possible cette feuille de route. Elle a des chances de ramener le calme dans le pays et de nous remettre au travail. Parce que le malheur, malheureusement, je me répète, c'est que lorsque nous nous distrayons comme ça, c'est le peuple qui souffre. C'est des retards que nous accumulons. Alors qu'à côté de nous, les gens travaillent. Je considère ça comme des incompréhensions. Elles ont été suffisamment profondes, mais voilà que 14 chefs d'État, quand je dis 14, il y a 15 pays dans la Vous insistez là-dessus. Non, oui, parce que on peut s'austrer fort. Il ne peut pas être jugé parti. Donc c'est 14 chefs d'État qui réfléchissent, qui regardent la crise togolaise en face et qui, compte tenu de leur propre expérience, beaucoup de pays sortent de crise, ils ont connu ça. D'ailleurs, l'un des facilitateurs, chaque fois que nous nous plaignons de ce que l'opposition nous a fait, le professeur Alpha Condé rit. Il dit, mais venez en Guinée, c'est pire. Vous comprenez? Beaucoup de pays
vivent la même chose. Alors quand ils ont dit non, au Togo, faites ci, ça doit marcher. C'est ce que la feuille de route dit. Est-ce qu'un gouvernement de transition ne ferait pas mieux l'affaire? Pourquoi on ferait un gouvernement de transition? Pourquoi? On est dans un pays où les institutions marchent et puis tout à coup, quelqu'un qui a été régulièrement élu, une assemblée nationale qui a été régulièrement élue, qui a la majorité, décide comme ça, comme au Japon, de se faire harakiri. Encore que harakiri n'est pas le vrai terme d'après ce que les Japonais disent. Ils disent là-bas seppuku. Non, l'une des parties ne va pas se suicider comme ça. Ça ne s'est vu nulle part. Pourquoi tout à coup, dans un pays où les institutions marchent, une partie qui est régulièrement élue va dire venez, on va faire gouvernement de transition. Ça ne se fait pas. C'est de la démagogie que de demander ça. Il ne faut pas demander ce qu'on ne peut pas obtenir. Ce n'est pas bien. On trompe ses militants et après on ne sait plus comment aller lui expliquer. Peut-être pour mieux préparer les élections, peut-être pour qu'on ne soit pas juge et parti, peut-être que... Non, la CEDEAO, qui est une instance supranationale, qui est régionale, c'est tout cela, mais vous dit, continuez à travailler comme vous avez commencé à le faire, je vous apporte l'aspect technique qu'il faut pour qu'elle soit le mieux. Ça doit suffire, ça. Et avec ferme conviction que les échéances seront respectées. Oui, absolument. C'est ce qui inquiète, parce qu'il ne faut pas encore qu'il y ait deux situations qui rallongent. Non, en tout cas, ça ne sera pas le cas, le cas du nez. Nous pouvons nous engager. Je vous dis que la feuille de route, ma foi, elle nous est proposée comme ça. Elle correspond à ce que nous avons toujours pensé. Je dis même mieux, elle correspond à ce que nous avons déjà voté à l'Assemblée nationale. Donc, toutes ces étapes seront passées à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a prolongé. C'est l'un des rares points où nous sommes vraiment d'accord. Lorsqu'on a proposé que l'Assemblée nationale prolonge ses activités, je n'ai vu personne... C'est bien ça, non? On ne peut pas rassembler, enfin, dégager une assemblée s'il n'y a pas d'autres députés qui sont élus. Vous avez raison. Donc, je vous dis que nous sommes d'accord. Donc, vous avez raison. Tout ceci va être repris à l'Assemblée nationale. C'est ce que d'ailleurs les chefs d'État ont écrit. Que cette Assemblée nationale adopte les modifications. C'est mieux pour tout le monde. Ça va vite et ça coûte moins cher. Que d'aller au référendum. Mais, disent-ils, si d'aventure il y a blocage, vous allez faire le référendum. Ça aussi, c'est écrit. Mais il faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de référendum. Il serait préférable. C'est cela. Il serait préférable. Bien, merci, professeur Charles Kondi Agba, pour cet entretien en studio ici. Nous avons déjà fini? Oui, nous sommes, à moins que vous avez encore des choses à dire. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai déjà exhorté nos compatriotes à faire sien la feuille de route. C'est ça. Elle n'est pas contestable. De toute façon, 14 chefs d'État qui sont réunis pour écrire ça, ils ne vont pas revenir là-dessus. C'est de façon... Il s'est dit que c'était après mûre réflexion, quand les deux facilitateurs ont fait leur compte-rendu, ils étaient nombreux. Je vous dis que certains sortent de crise. Ils savent ce que c'est. Voilà. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis de vous exprimer un peu ce que a uni nos pensons de la feuille de route. Vivement que ça marche et pour qu'il passe vivre sur la tête de nos Croisons nos doigts pour que ça marche et que notre pays soit vraiment l'ordre de l'humanité. C'est ce que nous souhaitons tous. Merci à vous. Merci à téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions, peut-être aussi une notion de cloche, celui de la C14 à propos de cette feuille de route. Je vous remercie et vous retrouve samedi prochain. À très vite. Merci. Merci professeur. Non, c'était...